Alors, c'est parti. Plongeons directement dans ce décryptage de l'excellent livre de Baptiste de Tombe et explorons un peu comment le monde numérique est doucement mais sûrement en train de démanteler la nature humaine. C'est une réflexion super captivante qui remet vraiment en question nos comportements quotidiens les plus banals. Au menu de notre analyse aujourd'hui, on va d'abord regarder les conséquences physiques et mentales, ensuite le piège du narcissisme, la standardisation de nos désirs, la disparition totale de l'ennui, le concept un peu effrayant de totalitarisme de la multitude, et enfin, la grande question, comment on fait pour retrouver le monde réel? Allez, première étape de ce décryptage, les conséquences concrètes du monde numérique. Faisons un petit bilan. 25%. Ce chiffre est juste saisissant. En fait, il représente la perte de capacité cardiovasculaire chez les enfants français en l'espace de seulement 40 ans. 40 ans! C'est le résultat direct de cette sédentarité extrême qu'on a avec nos écrans. Et le pire, c'est que c'est une tendance mondiale. Ça fait d'ailleurs écho à des données qui montrent que 75% des jeunes Américains sont aujourd'hui considérés comme inaptes au service militaire. C'est vraiment le tout premier constat matériel. Mais attention, parce qu'au-delà de ce déclin physique, il y a les conséquences psychologiques qui sont pour le coup totalement invisibles mais dévastatrices. Un quart des lycéens rapportent des pensées suicidaires. Un autre quart souffre d'une profonde solitude. Et à peine la moitié d'entre eux affichent un bon niveau de bien-être mental. En réalité, ces statistiques complètement alarmantes préparent le terrain pour comprendre les pièges émotionnels bien plus insidieux qui sont littéralement encodés au cœur même des plateformes qu'on utilise tous les jours. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, le piège du narcissisme, ou disons la grande illusion de soi. Baptiste de Tombe l'explique d'ailleurs très bien. Le narcissisme moderne, ce n'est pas du tout le fait de s'aimer soi-même de façon excessive, pas du tout. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est une pathologie qui naît d'un manque de confiance profond. C'est une espèce de faille émotionnelle qui est constamment creusée par notre quête d'approbation sociale. Vous savez, les mentions j'aime, les partages, la course aux abonnés, tout ça. Et là, on touche à la mécanique sans doute la plus cruelle des réseaux sociaux. En ligne, l'individu compare en permanence ses propres luttes, ses petits doutes quotidiens et invisibles, bref, le pire de soi-même, au moment de gloire absolue et minutieusement filtrée d'illustres inconnus, le meilleur des autres. C'est une comparaison totalement asymétrique qui fausse de bout en bout la perception de notre propre valeur. Troisième étape de notre réflexion, la standardisation des désirs. C'est le grand paradoxe de notre individualisme moderne. Malgré cette illusion qu'on a tous de mettre en scène une vie unique, super originale en ligne, eh bien l'individu devient simplement un produit standardisé. Pour grimper sur ce marché de la désirabilité sociale, il n'y a pas de secret, il faut se formater aux critères de l'époque. On prétend tous être différents, mais au final on utilise tous les mêmes méthodes, les mêmes musiques, les mêmes filtres, exactement pour obtenir la même approbation. C'est d'ailleurs fascinant d'observer comment cette boucle du capitalisme s'auto-alimente. En gros, les marchés numériques créent d'abord un problème de société, comme par exemple la solitude extrême ou l'épuisement relationnel qu'on a vu exploser avec les applications de rencontres superficielles lancées vers 2012, pour ensuite, quelques années plus tard, en 2024, nous vendre la soi-disant solution à cette même misère qu'ils ont eux-mêmes engendrée, avec de nouvelles fonctionnalités axées sur l'amitié. En fait, le système se nourrit de nos propres carences. C'est le serpent qui se mord la queue. Allez, on passe à la quatrième partie. Et celle-ci, elle fait vraiment réfléchir. La disparition de l'ennui et la mort absolue de ce qu'on appelle les temps morts. Sérieusement, qu'est-ce qu'on fait pendant une petite attente à un arrêt de bus ou dans une file au supermarché? Aujourd'hui, 70% des gens fuient immédiatement vers leur smartphone plutôt que de simplement exister dans l'instant présent. Notre cerveau n'a littéralement plus aucune occasion de respirer. Et ça donne des résultats assez fous. Prenez cette étude de Harvard, par exemple, qui prouve que les gens préfèrent s'infliger, de leur plein gré, des chocs électriques plutôt que de devoir supporter 6 à 15 petites minutes de silence dans une pièce vide. C'est impensable. Ça fait un écho incroyable à la pensée de Blaise Pascal au XVIIe siècle. Il disait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Eh bien, cette anxiété ancestrale, le monde du numérique l'exploite aujourd'hui à la perfection. Et le coût de cette perte de l'ennui, il est vertigineux. Sans ce flux tranquille, un peu naturel, d'un esprit non pollué, notre capacité fondamentale à créer des pensées complexes ou même à laisser émerger des idées créatives, elle s'évapore complètement. Notre sensibilité au monde réel est anesthésiée. C'est la mort à petit feu de l'émerveillement intellectuel et de la curiosité face aux choses simples qui nous entourent. Cinquième point de notre analyse, et là on passe à l'échelle de la société tout entière, le totalitarisme de la multitude, une espèce de surveillance de masse, mais entre pairs.
Pour bien comprendre la culture d'Internet aujourd'hui, il faut se pencher sur un vieux concept architectural, le panoptique. À la base, c'était conçu comme une tour centrale au milieu d'une prison qui permettait de surveiller tout le monde sans que les prisonniers sachent à quel moment exact ils étaient observés. Sauf que ce modèle, il a quitté les murs de briques pour devenir la structure même de notre réalité numérique. Et c'est exactement ça qui nous amène au totalitarisme de la multitude. C'est un état de surveillance participatif. En fait, les algorithmes manipulent délibérément nos petites tribus idéologiques, qu'on soit de gauche ou de droite d'ailleurs, et ils nous poussent à faire la police nous-mêmes, à nous indigner et à punir collectivement. C'est une surveillance entièrement automatisée où la censure n'est plus du tout appliquée par un gouvernement traditionnel, mais par les utilisateurs consentants eux-mêmes dans une guerre d'outrage permanente. 6e et dernière partie, retrouver le monde réel. Comment on fait pour se réapproprier notre humanité là-dedans? Et c'est là qu'on arrive vraiment à la thèse centrale du livre. Le danger, au fond, ce n'est pas juste le temps qu'on passe collé devant nos écrans. Le vrai péril, c'est la réduction d'un être humain, qui est par nature complexe et plein de nuances, en une petite mécanique ultra prévisible, un genre de cyborg incapable de nuances qui ne réagit plus que de façon purement binaire, j'aime ou je déteste. C'est précisément ça, le concept de l'homme démantelé. Alors, le premier changement philosophique qu'il faut opérer, c'est d'abord de protéger son intimité. Il faut vraiment réussir à arrêter cette espèce de performance névrotique de la vie quotidienne qu'on fait juste pour obtenir la validation d'inconnus en ligne. La valeur d'un moment qu'on vit n'a absolument pas à être mesurée par sa rentabilité en termes de vues ou de likes sur les réseaux sociaux. Concrètement, ça se passe comment ? Eh bien d'abord en comprenant la nature prédatrice du marché numérique, c'est-à-dire être vraiment conscient que ces algorithmes sont conçus par des bataillons d'ingénieurs spécifiquement pour nous rendre accros. À partir de là, on peut commencer à briser cette dépendance émotionnelle. Et ensuite, le vrai travail, c'est de cultiver activement des moments de silence, d'ennui et d'émerveillement face au monde physique. C'est comme ça qu'on parvient à remettre le smartphone à sa vraie place, un simple outil utilitaire, rien de plus. En fin de compte, le pouvoir, il reste entre nos mains. C'est un choix individuel. Cette réflexion nous laisse face à une question vraiment vitale. Va-t-on rester de façon passive une machine prévisible et démantelée, ou est-ce qu'on osera débrancher la prise, supporter un peu le silence et s'émerveiller à nouveau du monde réel? C'est vraiment le défi ultime pour savoir si, collectivement, on saura redécouvrir notre propre humanité.